Bonsoir à tous, bonsoir dans cette nouvelle émission consacrée donc cette fois-ci à un jeu bien particulier, puisque c'est un jeu qui va nous emmener sur les terres du maître de l'horreur. Oui, on t'a vu Howard, c'est toi dont je vais parler. Alors évidemment, il y en a d'autres, des maîtres de l'horreur, mais Lovecraft a un regain d'intérêt depuis quelques années, et notamment en jeux vidéo. Et donc il y a un jeu qui vient d'être financé sur Kickstarter, HPL Nyarlathotep Rising, dont le financement s'est terminé aujourd'hui par une campagne réussie et dont vient nous parler Jean-Martial Lefranc, qui est le producteur de ce jeu. Voilà, donc on va passer tout de suite à la rencontre avec l'invité. Bien, bonsoir Jean-Martial et merci de m'avoir accordé cet entretien pour parler du jeu HPL qui est donc kickstarté et donc la campagne a été réussie. Donc déjà bravo pour cette campagne. Et puis j'espère qu'on pourra en savoir un peu plus sur ce projet. Premier projet jeu vidéo depuis un certain temps, je pense. Est-ce que... Oui, tout à fait. Mon projet précédent, c'était Mozart, qui se passait à Vienne et à Prague, et qui mettait en scène Mozart, donc le célèbre compositeur de musique. Et donc ça remonte à quelques temps, et j'ai décidé de reprendre la production de jeu avec HPL Nyarlathotep Rising, qui est un jeu d'aventure narrative qui se déroule dans l'univers de H.P. Lovecraft, donc le célèbre écrivain américain qui est l'auteur notamment de l'Appel de Cthulhu. Et alors du coup, qu'est-ce qui a un peu motivé cette envie? Qu'est-ce qui t'a donné envie de revenir après une parenthèse où tu t'étais plutôt consacré au cinéma, si je ne dis pas de bêtises? En fait, j'ai passé pas mal de temps à me consacrer à la presse et à la production, notamment j'ai réalisé pas mal de documentaires pour la télévision. Et en fait, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que il y a tout un tas de jeux indépendants qui se sont développés, avec souvent des univers à la fois très riches, très originaux, et des aspects graphiques presque expérimentaux. Et donc j'ai senti qu'on pouvait exister en tant que jeu aux côtés des AAA, sans forcément investir des centaines de millions d'euros, mais en essayant de trouver des idées qui soient originales et qui puissent séduire un public particulier. C'est un peu ce qu'on essaie de faire avec HPL, qui est un jeu qui ressemble à un livre dont vous êtes le héros, donc qui est très simple à aborder, très simple à maîtriser, mais qui en même temps va emmener le joueur vraiment dans un univers profond et dans lequel il sera complètement immergé. Bah écoute, ce que je te propose, c'est qu'on regarde la bande-annonce, le générique que tu avais préparé pour le Kickstarter, pour la campagne, et puis du coup on en parlera un petit peu plus juste après. Tout à fait. As our game starts, we are on the eve of the stock market crash of 1929. Memories of the Great War are large, and looming disorder casts a long shadow over Britain. What is immediately striking about HPL Nyarlathotep Rising is the way the authors decided to fully immerse the players in that specific time. Even as we are in a fantastic story, a Lovecraftian horror tale, every character, every place feels real, thanks to faithful writing and the use of period photographs. The game is a tribute to the works of H.P. Lovecraft. This is the key reason why the authors decided very early on that it should take the form of an interactive book. You go through the story, a literal page-turner, and you uncover your adventure. You make your fateful decisions. There are 3 ways you can interact and direct your fate in the game. You make multiple choices that will send the story in different directions.
You drive conversations with other characters that will dictate your relationships with them. And you gather objects and artifacts that will help overcome obstacles you meet on your quest. HPL Nyarlathotep Rising has an intuitive interface, and you will quickly get a handle on the game, but don't be deceived by the simplicity. This is a massive game. You will meet more than 30 characters and go through up to 700 story nodes. Completing the game will take at least 18 hours, pretty much the time you will dedicate to a hefty Stephen King novel. Except here, each time you click, your decision may spell doom for your character, your loved ones, or for the world at large. Your character sheet is the core engine of the gaming experience. Each decision you make may influence one or more of 5 statistics that define your character in-game: body, resolve, charisma, mind, and insight. At a particular moment, you might need a certain level in charisma, for example, to have access to a key choice of action in-game. When your statistics are depleted, and that can happen quite suddenly, you end up in a crisis situation. These permanent high stakes make playing HPL Nyarlathotep Rising a thrilling experience. Another original feature of the game is how you get to play the story successively through the eyes of 3 different characters. We've named them Mark, Anna and Victor, though you get to rename all. In one game, you will meet that character. In the next, you may play them. So how does the story differ between the tellings of the 3 characters? It differs greatly. These are very different people. It's the same world, the same threat, but a new story and a new experience, especially if you decide to surrender yourself to the cult. HPL Nyarlathotep Rising will bring you the entirely new experience of being immersed in a book that seems alive under your fingers and in front of your eyes. You experience the places your character visits, live in the relationships they form, and strive for their goals. Still, it may be an interactive book, but it is still a full video game experience, leading you to 17 different endings with a high level of replayability. Did we forget to mention anything? Yes, we did, as indeed we ought to, for we dare not utter his name. Alors, comme tu le disais, le jeu est fortement influencé par les livres dont vous êtes le héros. Donc, c'est aussi un choix un peu original. Qu'est-ce qui a amené à choisir un peu ce genre de jeu, ce genre de style, en fait L'essence de Lovecraft, l'essence et ce qui attire le public de Lovecraft, c'est vraiment le texte et le texte de ses livres. Et en fait, on a voulu revenir un peu à cette essence en utilisant cette interface qui est l'interface d'un livre dont vous êtes le héros. Après, en termes d'interaction, c'est beaucoup plus riche qu'un livre dont vous êtes le héros, parce que le cœur du gameplay, c'est l'évolution de la fiche de personnage du joueur, donc du personnage que joue le joueur. Et donc, c'est une espèce de mélange assez équilibré entre le livre dont vous êtes le héros et en fait les aventures classiques de RPG qui sont conduites par l'évolution de la fiche de personnage. Oui, c'est-à-dire qu'à travers le personnage, on sent l'autre grosse influence qui est le jeu de rôle. Évidemment, quand on parle de Lovecraft, c'est difficile de passer à côté de l'Appel de Cthulhu, qui est quand même un des RPG qui reste marquant aujourd'hui. Tout à fait, donc c'est une des références qu'on garde, mais ce qu'on a voulu faire, c'est aller vers un appel de Cthulhu, enfin vers un RPG qui soit plus abordable, qui soit plus simple à maîtriser en termes de gameplay, parce que si on veut commencer à jouer à l'appel de Cthulhu aujourd'hui, il y a quand même une masse de règles à apprendre, il faut trouver un maître de jeu qui soit compétent.
Là, on peut le faire très facilement chez soi, sans avoir joué au préalable à l'appel de Cthulhu. Et on peut rejoindre cet univers-là, mais d'une manière qui est très très abordable par un public assez important, vraiment un public du grand public. Et surtout, on pense qu'on va aussi attirer des jeunes femmes, parce que c'est un univers dans lequel il va y avoir de la romance, il va y avoir des relations humaines et émotionnelles qui sont beaucoup plus fortes que d'habitude dans ce qu'on voit sur les jeux basés sur l'univers de Lovecraft. Ouais, on est moins dans l'approche finalement action qui a été prise même par les derniers jeux qui sont sortis. Oui, alors on est très loin de la 3D temps réel qu'on a pu avoir dans certains jeux qui sont sortis autour de l'univers de Lovecraft, mais il y a quand même de l'action, il y a quand même construire un inventaire, il y a des coups de pistolet, il y a de la confrontation, il y a des attaques, mais ça se passe à travers les dialogues, à travers la narration, à travers les relations entre les différents personnages. D'ailleurs, c'est une zone d'aventure qui est assez massive. Hein. C'est un jeu qui va durer, en termes de gameplay, qui dure entre 15 et 18 heures. Donc, pour une aventure narrative, on est quand même sur quelque chose qui est très important en termes de durée de jeu et de vie du jeu. Et donc, on va quand même être amené à vivre des choses très très diverses au fur et à mesure qu'on avance dans l'aventure. Et l'autre aspect qu'on voit assez bien dans la bande-annonce, c'est qu'en fait, on va pouvoir jouer 3 personnages différents et l'histoire va nous être racontée à travers ces 3 personnages de 3 angles de vue différents. Et c'est assez intéressant parce que on rentre d'abord par le personnage qui est le plus commun, je dirais, entre guillemets le plus normal, et on termine par ce personnage qui est un cultiste, et donc on est vraiment dans la tête de quelqu'un qui est possédé par le culte et par les grands anciens. Et tout ça nous amène à en plus une rejouabilité potentielle qui est assez importante, puisque le jeu aura 17 fins différentes. Ah oui. Et du coup, quand tu dis 15-18 heures, c'est en comptant les 3 ou enfin, je veux dire, c'est 15-18 heures par personnage? Le déroulement sur les 3 aventures, ouais. D'accord. Donc à peu près 5-6 heures par personnage. Alors après, ça va en évoluant dans le temps, c'est-à-dire que le personnage avec lequel on va passer le plus de temps, c'est le premier personnage. C'est normal puisqu'on découvre l'univers. Et ensuite, ça va aller en s'accélérant au deuxième et au troisième personnage. Et donc la quête du troisième personnage devrait durer 2 heures, mais vraiment très intense. Et en fait, au fur et à mesure qu'on se familiarise avec l'univers, le timing s'accélère. Et ensuite, en termes de cadre, donc comme tu l'as vu dans la bande-annonce, on est vraiment immergé dans le monde de Lovecraft classique, c'est-à-dire la fin des années 20, l'époque contemporaine où Vizet écrivait Lovecraft. Et on a choisi, pour représenter cette époque, de se baser sur des photos de l'époque qu'on a retravaillées, qu'on a truquées. Parfois, on a rajouté des personnages à partir de travail en 3D sur ces documents originaux. Et c'est un peu comme si tu retrouvais, en allant vider la maison d'un aïeul qui est décédé, tu retrouvais son carnet de bord, son journal intime, et qu'à travers tous ces documents, tu arrives à reconstituer son histoire, sa confrontation avec les grands anciens, mais d'une manière intime, vraiment véritablement personnelle. Ce qui est souvent d'ailleurs aussi une façon de Lovecraft d'enchaîner ses récits ou en mettant en perspective un écrivain et des textes qu'on retrouve. Et... Tout à fait. Bah, en fait, on est dans un dispositif qui est assez proche de Lovecraft, mais je dirais à la différence de ce qu'on voit souvent, qui sont des books de RPG illustrés. Là, on est vraiment immergé à travers les photos dans cet univers-là. Et c'est vrai que, bon, par exemple, l'affaire Charles Dexter Ward, c'est le récit de quelqu'un qui a trouvé un grimoire et qui va lire en fait ce qui s'est passé dans la maison dans laquelle il vient d'arriver. Donc on est un peu sur ces dispositifs-là, mais là on le joue, je dirais un peu à la Blair Witch, c'est-à-dire qu'on suggère beaucoup. On n'est pas dans la forêt, enfin quoique à certains moments on se trouve dans une forêt un peu à la Blair Witch, mais comme tout a l'air authentique, tout a l'air basé sur des
des documents authentiques, eh bien on a un vrai effet de terreur lié à cette espèce de principe de réalité qu'on met en place dans le jeu. Et je pense que ça va être un jeu qui sera vraiment flippant pour les utilisateurs. Et du coup, flippant aussi, parce que ça fait travailler l'imagination. C'est-à-dire que comme il y a beaucoup de choses qui passent par le texte, finalement, c'est le joueur qui va se faire peur lui-même. Oui, tout à fait. Bah, après, on est dans un processus de lecture de roman où, en fait, on suggère beaucoup de choses à travers le texte et où, effectivement, l'imagination se développe à partir de ce qu'on a de ce qu'on crée, de l'image mentale, des images mentales qu'on crée. Mais il y aura aussi beaucoup d'ambiance musicale. C'est la musique composée par Pierre Estève, avec qui j'ai déjà beaucoup travaillé. Et on aura aussi un aspect sound design qui sera très spécifique au jeu. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir un sound design illustratif par rapport aux situations, on est dans la rue, il y a des vieilles voitures, où on se trouve dans un bar ou dans une boîte de jazz, on va être dans une espèce d'ambiance alternative. On aura toujours un peu l'impression d'être comme dans un rêve. Alors, ça m'a fait très plaisir de voir effectivement que c'était Pierre Estève qui faisait la BO, puisque moi je l'avais découvert quand tu étais chez Cryo et qu'il travaillait avec toi. Et le petit morceau qui a été mis sur la page de la campagne m'a fait penser aussi à Shining de Stanley Kubrick, notamment la version de Stanley Kubrick, avec justement cette ambiance un peu jazz, mais où on sent qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi, dans la musique et dans l'atmosphère. Est-ce que ça c'est intentionnel? Est-ce que c'est une référence aussi, à la fois pour toi et pour Pierre? Ouais, bien sûr. Bah, évidemment, Shining, c'est une référence importante, pour nous parce qu'on est vraiment dans cette ambiance de bal fantôme. Mmh. Et dans Shining, il y a tout ce qui se passe autour de la salle de bal, tout ce qui s'est passé dans ce fameux nouvel an dans les années 20, et la manière en fait dont les fantômes ont pris le pouvoir sur l'hôtel au moment de ce bal, sans qu'on sache vraiment précisément ce qui s'y est passé. Mais là, on est typiquement dans le même environnement, même si avec HPL, on n'est pas vraiment dans une histoire de fantôme, mais on est vraiment dans une histoire de confrontation avec un grand ancien. Donc quand on dit Nyarlathotep Rising, l'ennemi c'est Nyarlathotep, qui est l'horreur cosmique. Et l'horreur cosmique qui est le grand ancien qui en fait s'intéresse le plus à la race humaine et qui est en train d'organiser son retour sur la Terre avec l'aide ou plutôt en opposition avec nos joueurs et les personnages auxquels ils vont être confrontés. Et du coup, effectivement, c'est un peu un personnage, c'est un personnage moins connu, on va dire un grand ancien moins connu que Cthulhu. Qu'est-ce qui le rend plus intéressant peut-être? Même bon, s'il a déjà été développé, notamment il y a une grosse campagne sur on l'a déjà découvert dans certains RPG, mais je dirais que le Toulouse, il est tellement puissant qu'il est impossible en fait pour les humains d'interagir avec lui. Donc pour moi, il est moins, il y a moins d'émotion dans la confrontation avec Toulouse. Nyarlathotep, il est capable de prendre une forme presque humaine et d'interagir et d'influencer les humains sans les détruire immédiatement au premier regard. Donc c'est aussi pour ça qu'on a choisi ce grand ancien-là. Et l'autre aspect important du jeu, qui à mon avis une des originalités, c'est que on est à la fois dans la réalité des années 20, mais on va aussi se transporter dans les Dreamlands, et on va aussi découvrir cet univers un peu alternatif de Lovecraft, qui est l'univers de Kadaf. Et donc il y a à peu près 20-25% du jeu qui se déroule dans cet univers des Dreamlands, parce que le personnage d'Anna, donc qui est la jeune femme qu'on va pouvoir jouer, a le pouvoir de se transporter entre la réalité et les Dreamlands. Et donc on va apprendre plein d'informations, on va apprendre plein de choses nouvelles sur le mythe Lovecraftien
à travers ces différents voyages dans le Dreamland. Alors, je suis pas un expert de Lovecraft, mais c'est dans la contrée du rêve, donc il y a la cité des chats ou quelque chose comme ça. Oui, voilà, ouais. Donc ça va être des personnages aussi qu'on va rencontrer, ou faut pas trop en dire, et est-ce qu'il y a des choses... Non, c'est aussi des personnages qu'on va rencontrer sous cette forme, sous une forme particulière, qui ne ressemblera pas du tout à la forme qu'on a choisie pour décrire la réalité. Mais effectivement, il faut pas trop en dire, mais je pense que c'est important à ce stade du développement de faire comprendre aux joueurs, aux futurs joueurs, toute la richesse de ce jeu. Oui, c'est ça. En fait, c'est vraiment vous puisez dans l'ensemble de l'univers Lovecraft pour construire le jeu et les différents aspects de l'intrigue. Tout à fait, tout à fait. Et le fait de pouvoir jouer 3 personnages différents et de redécouvrir chaque pan de l'histoire, ça permet aussi d'avoir une espèce de vision très, comment dirais-je, très affinée de la nature humaine. Et je pense que ça devrait vraiment motiver les fans d'aventure narrative, parce qu'on a une finesse dans l'analyse psychologique qui est vraiment très originale par rapport à l'univers du jeu vidéo. Oui, du coup, les personnages sont peut-être moins des archétypes que dans d'autres jeux. Et là, il y a vraiment une construction et peut-être une évolution aussi, puisqu'il parlait de 17 fins, donc peut-être que aussi les personnages. Il y a une évolution. Bah, c'est vrai que c'est aussi un triangle amoureux. C'est-à-dire que le personnage de Marc, donc, qui est le vétéran qui est entraîné dans cette histoire sans vraiment connaître l'univers et la situation avec le culte et les grands anciens, va tomber amoureux de Anna. Anna, c'est une artiste peintre, et en fait, on pense qu'elle est innocente, mais pas du tout. C'est une créature qui qui explore le Greenland, donc qui est déjà soumise à l'influence des grands anciens et du culte, et elle se sert de cette influence pour travailler son art. Donc en fait, elle est en état de dépendance vis-à-vis du culte, parce que c'est le culte qui alimente son art et sa notoriété grandissante comme artiste peintre. Et finalement, le dernier personnage, Victor, qui lui est un cultiste convaincu, comprend pas très bien l'hésitation d'Anna entre lui et Marc, que Victor considère que la destinée d'Anna, c'est de rejoindre le culte, alors que Anna hésite et pense que peut-être elle peut avoir une vie plus normale, peut-être moins intéressante si elle accepte de partir avec nous. Donc il y a tout un enjeu comme ça, amoureux entre les 3 personnages, qui est aussi assez original. Oui, donc effectivement des personnages complexes, puis un projet du coup, comme tu le disais, quand même assez ambitieux. Là, actuellement, l'état du projet, c'est à peu près quel pourcentage de complétion? Là, en fait, on est en train de terminer l'histoire d'Anna. En termes graphiques, on est à peu près à 80% de la production graphique, et tout ce qui est le moteur de jeu et le système d'interface est terminé opérationnel. Donc on est assez confiant et tout se passe bien et tout est conforme pour pouvoir sortir, comme on l'a annoncé, au mois de juin 2022, en tout cas sur PC et sur Mac. Et on est en train de commencer à réfléchir, à convertir et sortir aussi sur Switch, sur Xbox et sur PS4. Oui, donc de passer par tous les processus de certification qui prennent aussi du temps. Donc on passera par tous les processus de certification. Mais bon, pour moi, le jeu est vraiment très original. Et je pense que sur toutes les plateformes, on arrivera à trouver un public qui ne sera pas forcément un public de millions de joueurs. Mais je pense qu'on devrait quand même pouvoir convaincre des milliers de joueurs à travers le monde, parce que Lovecraft, de toute façon, a déjà sa base de fidèles. Et là, on va leur proposer un jeu qui est à la fois, à mon avis, très intéressant, vraiment immersif et en même temps très abordable dans sa forme et dans le gameplay qu'on propose.
Et du coup, pour les joueurs francophones, est-ce qu'il y a une version française qui sera prévue? Oui, bien sûr, le jeu sortira en premier jour en version anglaise et en version. Ok. Et il y a des voix, je sais plus s'il y a des voix audio. Alors, en fait, il va y avoir des voix, mais pour faire partie du sound design. D'accord. C'est-à-dire qu'on va entendre les paroles parlées par les gens dans leur propre langue, donc essentiellement en anglais, mais ça contribuera en fait à l'ambiance. Et on n'aura pas il y aura pas en tant que tel de dialogue ou de narration dans une langue particulière. Et par contre, il peut y avoir des petits morceaux de voix off, de narration qui sont sous-titrés, ou alors des voix d'ambiance. On peut être dans un café, entendre ses voisins en train de discuter, ou des murmures dans une bibliothèque, des gens qui sont en train de parler dans un coin. Tout ça, à un moment donné, il y a toute une partie du jeu qui se passe sur le paquebot Mauritania. On peut entendre des gens qui sont en train de discuter dans la cabine à côté. Mais ça fait pas partie de l'interface entre le joueur et le jeu. Ok, donc oui, la VF, ça concerne uniquement les textes en fait. Voilà, les textes seront en français et ce sera la VF. Après, on réfléchit aussi à peut-être avoir un système de speech to text, de text to speech pour faciliter le flux, le flux de l'aventure sur les gens qui n'ont pas envie forcément de passer tout leur temps le nez devant l'écran. Mais on est en train de regarder différentes techniques. Pour l'instant, c'est pas encore, on n'a pas encore décidé si on allait implémenter. Bon, ça peut être bien aussi pour un public malvoyant d'avoir accès à une. Ça peut être très bien pour un public malvoyant et ça peut être bien aussi pour des gens qui ont envie de continuer à jouer quand ils sont au bureau ou dans les transports en commun. Ok. Et du coup, peut-être une de mes dernières questions, ça concernerait le fait que j'ai cru comprendre que ça serait le premier d'une série. Alors, est-ce que j'ai bien compris ou est-ce qu'effectivement il y a d'autres projets qui devraient suivre sur le même univers? Oui, alors tout à fait. Donc en fait, on pense que le système d'interface, si on a un premier succès, peut continuer à se décliner. Donc à la fois sous la marque HPL, et en fait, Lovecraft, c'est un univers qui peut se décliner sur plein d'époques différentes. Et donc on réfléchit à d'autres déclinaisons. Par exemple, on souhaitait à un moment donné envisager de faire une aventure qui se déroule au XVIIe siècle. Ça nous paraissait très intéressant de montrer Lovecraft à l'époque des guerres de religion et des grands troubles, notamment de la guerre de 30 ans en Europe. Et oui, c'était un univers très excitant. On a des idées assez amusantes, enfin assez intéressantes en tout cas, sur la manière de visualiser cet univers-là. Mais ensuite, on peut se balader dans plein d'époques différentes en gardant cette espèce de principe d'avoir une aventure, un grand ancien à confronter avec ses caractéristiques et trois personnages différents qui permettent d'envisager l'aventure sous trois angles différents. Et après, l'autre aspect, c'est que cette interface qu'on va créer de livre où vous êtes le héros sur ordinateur ou console, on peut aussi le décliner sur d'autres univers. Je pense par exemple à la machine à remonter le temps de H.G. Wells, sur lequel j'ai déjà fait un jeu il y a quelques temps, ou George Orwell, La guerre des mondes. Enfin bon, il y a différents mondes, différents classiques de la littérature qui pourraient être explorés sous cette forme-là. D'ailleurs, La guerre des mondes, c'est aussi H.G. Wells. Oui, oui. Orwell, c'est 84 ou La ferme des animaux. Et du coup, des aspirations qui restent très littéraires, on sent, et puis très début du XXe siècle. Oui, c'est marrant, j'ai fait une interview il n'y a pas très longtemps avec toi, et il me disait mais pourquoi toujours aller puiser dans les livres, et ainsi de suite.
Et, et je répondais que pour moi c'était intéressant de travailler en fait avec des écrivains qui sont souvent des génies. Et, et en fait, c'est un peu comme dans le jazz. On, on s'installe sur la scène avec sa propre guitare et on essaie de jouer avec les meilleurs. Et, Ouais. et donc pour moi c'est un peu une jam session. Et cette fois-ci on est allé avec Lovecraft. D'autres fois on a pu être, je me souviens j'ai fait aussi un jeu basé sur le beat de Philippe Cadic. Donc et évidemment Dune, Frank Herbert. Donc pour moi c'est un terrain qui est toujours très agréable d'essayer de rajouter notre propre version à des œuvres majeures. Ouais, pour paraphraser un peu Voltaire, d'être des nains sur les épaules des géants, ça fait jamais de mal. Exactement. Exactement. Voilà, sachant que vu ma corpulence, j'ai besoin. Et surtout vu le résultat, parce que quand on voit effectivement des jeux comme Dune ou Ubik qui ont quand même marqué et qui restent des jeux marquants, enfin, intéressants et qui ont fait évoluer un peu le média. Et tu parlais évidemment de génie, et puis donc là en parlant de Lovecraft, mais autour de toi il y a une équipe, et notamment c'est Tim Wiseman, je crois, qui a fait le scénario. Est-ce que tu peux du coup nous présenter un peu l'équipe derrière HPL autour de toi? Oui, tout à fait. Donc on a fait appel à Wiseman pour nous aider au scénario, puisque c'est l'auteur de Tales of the King, qui est une des grandes quêtes très emblématiques de Call of Cthulhu. À la musique, donc j'ai parlé de Pierre Estève. En termes de développement, donc on travaille avec une société parisienne qui s'appelle Touch by Grace, qui est notamment animée par Laurent Jorda, avec qui j'ai aussi beaucoup travaillé quand j'étais chez Cryo. Donc c'est vraiment le cœur de l'équipe. Et après, il y a des gens un peu nouveaux comme Ferdinand Fasso qui nous a beaucoup aidé sur les archives et l'identification des photos. Et tout ça forme une équipe qui est restreinte. Hein. C'est pas un très gros, c'est pas un projet énorme en termes de budget, mais qui fonctionne bien. Et puis surtout sur lequel on a une vision commune qui fait que depuis maintenant 1 an et demi, un petit peu plus pour travailler ensemble sur le projet, on arrive à un résultat qui est en fait très proche de la vision initiale qu'on avait définie ensemble. Et une vision effectivement assez prometteuse, et qui a séduit donc suffisamment de monde pour que la campagne soit un succès, je le répète, et ça c'est toujours bien. Est-ce qu'il est quand même possible, est-ce que vous avez prévu de faire ce qu'ils appellent les late pledge, de faire des participations après la fin de la campagne? En fait, sur la page Kickstarter, vous avez accès au site qui nous permet de continuer à faire des pledges sur deux contreparties qui ont été celles qui ont eu le plus de succès, donc le jeu seul ou le jeu dans sa boîte collector avec un certain nombre d'éléments de merchandising et de collector complémentaires. Donc ça tout à fait possible. Et très probablement fin mars, donc quand le jeu sera encore un peu plus avancé, on va retourner vers le public français avec une campagne sur Ulule. D'accord. Parce qu'en Kickstarter, on s'est rendu compte qu'on avait un petit peu de mal à toucher les Français. Et je pense que le public français n'a pas forcément compris que le jeu sortait en version originale française en même temps que la version originale, que la version anglaise. Et donc on va refaire une campagne plus centrée sur la France en utilisant les deux. Ok, bah du coup on mettra le lien dans la vidéo pour le HPL The Game, et puis on suivra la campagne en mars, et ça sera peut-être l'occasion de reparler du jeu du coup à ce moment-là alors. Tout à fait, il y aura je pense qu'il y aura plein de nouveaux éléments et ça permettra de rentrer plus dans le détail pour faire connaître le jeu. Ok, bah écoute, je te remercie beaucoup en tout cas d'avoir pris ton temps pour nous présenter ce projet qui a l'air, ma foi, fort prometteur, et j'espère que du coup, pas de rien, et qu'on pourra voir tout ça
bientôt, juin, ça serait vraiment génial si ça arrivait. Il y a quand même pas beaucoup de projets Kickstarter qui arrivent à tenir les délais, donc ça serait une marque de réussite aussi de pouvoir tenir ces délais-là. Très bien, mais en tout cas, on y travaille. Écoute, merci beaucoup encore. Je te souhaite une bonne soirée. Et puis, nous, on va se quitter. On va se quitter avec une démo, puisque j'ai pris l'habitude de terminer l'émission avec une démo, et j'en ai trouvé une qui, justement, est un rapport avec Lovecraft. Donc, c'est Within the Mesh du groupe Mandarin. Donc voilà, je vous laisse avec la démo de la fin. Bonne soirée à tout le monde. Bonsoir. Im März 18. von der Erdezeit, in der Euryclean Plane des Planeten Venus, wurde ein Kristallprospektor verloren gemeldet in einem ummauerten Labyrinth. Dies ist das letzte Videofeed, konnte er zur Light-Zentrale übertragen.